Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'École du futur. Au programme aujourd'hui, 2 milliards de tonnes de déchets ménagers sont générés chaque année dans le monde. Leur élimination ou leur incinération impacte négativement l'environnement. Alors, 2 jeunes scientifiques ont mis au point une solution de tri intelligent. On en parle dans Génération Talent. Il a une idée derrière la tech, c'est Gaël Musquet. Et Gaël, aujourd'hui, on continue à remonter la pyramide de Maslow des besoins numériques avec toi. On va parler Bluetooth. Tout à fait, c'est un protocole qui est littéralement partout, dans nos voitures, à nos oreilles pour écouter de la musique ou encore sur nos montres connectées pour suivre notre rythme cardiaque. On va revenir sur la naissance de ce protocole et comment il a littéralement envahi nos vies. Et notre question du jour, il s'appelle Webb, James Webb, et c'est un peu l'agent secret qui révèle les secrets de l'univers. Ça fait beaucoup de secrets dans une phrase. En tout cas, c'est un télescope hors norme. Ces images pour aider à mieux comprendre la naissance des premières galaxies. Il vient d'ailleurs de nous envoyer cette toute première image d'une exoplanète. Alors pourquoi augure-t-il une révolution pour l'astronomie? Pour en parler avec nous, aujourd'hui, Guillaume Langin. Guillaume, vous êtes journaliste scientifique pour Ciel et Espace. Bonjour à vous. Bonjour, merci pour votre invitation. En deuxième partie de cette émission, Gilles Davidovitch, le secrétaire général de la Société astronomique de France, nous rejoindra. Et Gaël Musquet, évidemment, est avec nous toujours pour commenter cette actualité. Mais d'abord, focus. Depuis 2021, l'Office européen des brevets a créé le Young Inventor Prize pour inspirer toute une génération d'inventeurs et d'inventrices. Il récompense les initiatives des innovateurs de moins de 30 ans qui contribuent aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Eh bien aujourd'hui, on vous parle de Victor De Wulf et de Peter Hedley, 2 finalistes de ces prix 2022 pour leur technologie de reconnaissance de tri robotisée qui repose sur de l'intelligence artificielle. Tout de suite, ça va être beaucoup plus clair avec leur portrait par Édouard Deniau. Ils sont les grands gagnants du Young Inventor Prize 2022. Victor De Wulf et Peter Hedley sont les 2 finalistes qui ont remporté le trophée grâce à leur système de reconnaissance des déchets et de tri robotisé reposant sur l'intelligence artificielle. Victor De Wulf est un jeune Belge de 25 ans et Peter Hedley un Britannique de 27 ans. Tous les 2 se sont rencontrés pendant leurs études à l'université de Bath avant de les poursuivre à l'Imperial College de Londres. Les 2 inventeurs ont donc remporté le premier prix des jeunes inventeurs et inventrices 2022, remis par l'Office européen des brevets. Ce concours récompense les inventeurs de moins de 30 ans qui développent des solutions répondant aux problèmes mondiaux et contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. Leur invention est composée de 2 parties utilisables séparément. Un système de reconnaissance par ordinateur qui utilise l'IA afin d'identifier les différents types de déchets et un bras robotisé qui se déplace de façon autonome sur un tapis roulant pour trier les déchets en fonction de leur valeur. Un appareil photo prend en photo les détritus au début de la chaîne et les envoie à un algorithme qui les classe en fonction de leur priorité de ramassage. Des instructions sont ensuite envoyées au bras afin de lui indiquer où placer les déchets. L'objectif est d'augmenter la pureté et donc la valeur des déchets recyclés pour renforcer ainsi l'incitation financière à recycler. Le marché mondial de la gestion intelligente de déchets représentait un marché d'1,5 milliard d'euros en 2020 et devrait atteindre 5,4 milliards d'euros d'ici 2026. Et on est toujours en compagnie de Guillaume Langin, journaliste scientifique pour Ciel et Espace, et de Gaël Musquet, notre chroniqueur multitâche, notre hacker au grand cœur, qui va se muer en astronome aujourd'hui. Pour nous, dans une seconde, on ouvre notre talk parce qu'on va parler de James Webb, ce télescope révolutionnaire qui nous permet, depuis le 12 juillet dernier, d'observer des images de l'univers comme on n'en a jamais reçu. Alors, il a été lancé dans l'espace le 25 décembre 2021 et depuis, ce télescope n'arrête pas de nous offrir une pluie de cadeaux, des images toutes plus spectaculaires d'ailleurs les unes que les autres. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres télescopes spatiaux? C'est la question qu'on a envie de vous poser, messieurs. Guillaume Langin pour Ciel et Espace, Gaël Musquet pour lui-même, si j'ose dire.
qu'est-ce qu'il a de plus? C'est le télescope de tous les records, d'abord, Guillaume. Oui, alors qu'est-ce qu'il a de plus? La première réponse, c'est sa taille. Quand on construit un télescope, un observatoire, c'est vraiment la taille du miroir primaire qui est un des facteurs les plus importants. Plus c'est grand, plus on peut voir des objets lointains. En fait, plus on peut collecter de lumière. Un télescope, c'est un grand œil, un grand œil capable de collecter de la lumière. Et plus cet œil sera large, plus, à la manière d'un puits très large, en fait, il va pouvoir amasser de la lumière et voir des objets du coup lointains, très lointains, parce qu'ils sont très lointains, très faibles en termes d'éclat. Et la deuxième chose qu'on peut obtenir grâce à une grande taille, c'est un grand pouvoir de résolution. C'est-à-dire qu'on peut séparer, on peut voir les détails très fins de ces objets, même s'ils sont lointains. Plus votre œil est grand, plus vous allez pouvoir séparer les points et avoir une résolution, c'est-à-dire avoir une image nette plutôt qu'une image floue. La deuxième chose, au-delà de la taille de son miroir, donc qui fait 6,50 m, je le rappelle en passant, c'est la largeur de son spectre. C'est-à-dire, vous savez, la lumière... nous, les humains, on n'en voit qu'une petite portion. C'est une onde électromagnétique. Mais en réalité, de part et d'autre de la portion visible qu'on arrive à voir, il y a de la lumière ultraviolette, à laquelle l'œil humain est insensible, de la lumière infrarouge, et après, il y a des ondes encore plus énergétiques côté ultraviolet, encore moins énergétiques côté infrarouge. Le James Webb Space Telescope est capable du coup de voir un peu de lumière visible et beaucoup de lumière infrarouge sur un spectre très étendu. Et ça va lui permettre de vous caractériser, de voir des détails sur la composition physique des objets qu'il observe mieux que ses prédécesseurs. Donc si je vous écoute bien, il a des capacités de vision, évidemment que l'œil humain n'a pas ça, jusque-là ça va sans dire, mais surtout que ses prédécesseurs, les générations de télescopes qui lui ont précédé, Hubble notamment, n'avaient pas, Gaël. Alors Hubble avait une large aussi capacité de vision, infrarouge et ultraviolet. D'ailleurs, si Hubble s'arrête, on va perdre des capacités d'observation dans les ultraviolets, ce que n'a pas aujourd'hui le James Webb Télescope. Ah, finalement, il y a des choses il y a des trucs qu'il a en moins. Mais la taille est très importante. Ce qui rajoute derrière la complexité, mais aussi l'intérêt de cet instrument-là, c'est qu'il a des spectroscopes. Donc, c'est des petits instruments qui sont derrière en fait les capteurs, qui va permettre en fait de faire plusieurs dizaines, voire une centaine de spectres. En plus de voir les étoiles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir être capable de décomposer la lumière, donc étaler en fait ce spectre et pouvoir observer, analyser grâce à ces spectroscopes qui sont très très bien refroidis dans l'infrarouge, qui est très sensible à la température, et donc pouvoir voir des objets très faibles, très lointains, et donc qui sont les plus proches du Big Bang. Alors on va revenir sur les chiffres de ce télescope de tous les records. Il a coûté 10 milliards de dollars. Il a été développé conjointement par la NASA, par l'Agence spatiale européenne et par l'Agence spatiale canadienne. Une belle histoire de coopération. Il est posté en ce moment à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Ça en fait quand même des kilomètres de voyage. Il a été imaginé dans les années 90. Il devait décoller en 2010, mais là aussi, il a dû subir plusieurs reports. Et finalement, il n'est parti qu'en 2021. 11 ans de report, ça fait beaucoup, Guillaume? Oui, alors on est habitué dans l'exploration spatiale à avoir des reports. C'est une affaire complexe. Et qui dit complexité dit souvent des choses inattendues qui vont amener à reporter le départ des vaisseaux. C'est justement cette complexité du James Webb Telescope. Les 10 milliards de dollars, en fait, c'est un dépassement de budget. Pourquoi? Principalement pour payer les ingénieurs, les dizaines de milliers d'ingénieurs et sous-traitants américains, européens, canadiens, pendant des années supplémentaires, afin qu'ils fassent en sorte d'être certains qu'il n'y aurait pas de raté. On n'avait qu'une chance de l'envoyer. C'est pas une production à la chaîne du tout. C'est même tout le contraire. On n'en a qu'un seul, un James Webb Space Telescope, et il est très complexe. Ce qui était également très complexe par sa taille gigantesque, c'est que il était trop gros pour entrer en tant que tel à l'intérieur d'une fusée, celle qui allait l'envoyer, donc une fusée Ariane 5. Donc il a fallu le plier comme une origami, et une fois dans l'espace, qu'il se déploie, qu'il déploie de son miroir déjà, qu'il déploie également son bouclier thermique, qui est immense, qui fait la taille d'un terrain de tennis. Il faut que ce bouclier thermique protège le télescope de la chaleur. Enfin, on va en parler parce qu'il fonctionne dans l'infrarouge. On peut détailler un petit peu ça plus tard, mais ce déploiement d'une telle ampleur, il y avait, je crois, la NASA avait identifié 300 points de problèmes potentiels au déploiement.
Donc il a fallu vérifier. Il a fallu au moins 11 ans pour pouvoir vérifier, checker à chaque fois chaque point en effet de risque pour le télescope. Donc ce que vous nous dites, c'est que du coup on a fait rentrer ce James Webb comme une chenille en fait dans cette j'allais dire capsule, mais non, fusée Ariane 5, et qu'il s'est déployé ensuite une fois dans l'espace comme un papillon. Je continue ma métaphore. Si elle vous plaît, je la garde. Tout à fait à propos. Il a déployé, donc, on pourrait dire ses ailes, enfin ses voiles. Bon, alors il a un peu l'apparence d'un navire en mer, mais bon, il ne navigue pas grâce au vent du cosmos. Ce bouclier thermique immense de la taille d'un terrain de tennis, c'est très important qu'il soit là parce que le James Webb a beau être à 1,5 million de kilomètres de la Terre et à plus de 150 millions de kilomètres du Soleil, il fait quand même trop chaud sous sa coque, en fait, à l'arrière de son bouclier thermique. Il fait à peu près 130 degrés, c'est-à-dire la première couche du bouclier thermique chauffe à 130 degrés Celsius. C'est beaucoup trop chaud pour tout instrument optique, d'autant plus pour des instruments capables de voir dans l'infrarouge, parce que l'infrarouge, c'est une forme de lumière émise par la chaleur des choses. Donc les instruments eux-mêmes, à température ambiante, s'aveugleraient eux-mêmes. Donc il a fallu ces différentes couches de protection thermique, un peu à la manière d'un millefeuille, pour amener cette température de 135 degrés Celsius d'un côté à moins 235 degrés de l'autre côté. C'est très très froid, moins 235 degrés. C'est suffisant pour 3 des 4 instruments qu'il transporte. Pour le 4e, il faut encore que cet instrument, c'est MIRI, c'est l'instrument le plus français du James Webb, se refroidisse encore davantage grâce à un cryogénérateur thermique dont j'ignore les détails du fonctionnement, mais qui peut amener la température jusqu'à moins 260 degrés Celsius. Moins 260 degrés pour la technologie cryogénique qui accompagne justement le James Webb télescope. Alors, on le voit, Gaël, c'est un millefeuille, je continue, tiens, la métaphore de Guillaume, un millefeuille de technologie. Il y a énormément de technologies qui sont embarquées. C'est aujourd'hui l'instrument le plus perfectionné qu'on ait dans l'espace pour, en tout cas, assurer cette exploration scientifique astronomique. Je pense qu'au-delà de l'ISS, ça doit certainement être qui est quand même un bel engin. Je pense qu'après l'ISS, certainement que le James Webb Telescope est l'un des plus beaux et complexes objets qu'on ait lancé. Maintenant, effectivement, on a, compte tenu du prix, compte tenu des équipes qui ont bossé, des années qui ont travaillé, et le lancement qui s'est très très bien déroulé. On a des capacités d'observation supplémentaires de plus d'une dizaine d'années, si mes souvenirs sont bons. Il va être extrêmement occupé, et donc ça va être intéressant de pouvoir suivre en fait toutes ces observations et de profiter de toute cette complexité qui amènera beaucoup de données, qui amènera aussi, je l'espère, de la confirmation, de l'infirmation de certaines théories physiques. Et même plus, on va y revenir, parce que si je ne m'abuse, moi, le James Webb Telescope embarque des réserves pour plus de 20 ans de carburant. Donc on pourrait imaginer qu'il puisse rester stationné à ces 1,5 million de kilomètres de la Terre pendant encore une autre décennie. Sa mission, on y revient parce que c'est celle qui nous fascine en réalité, c'est percer les mystères de l'univers et la naissance des premières galaxies. Ça veut dire quoi, Guillaume, que ce télescope, c'est une machine à remonter dans le temps? Oui, en quelque sorte. Alors dit comme ça, c'est assez impressionnant, mais en fait, c'est assez vrai. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a été imaginé dès les années qui ont suivi le lancement de Hubble, son prédécesseur, qui lui est depuis, son prédécesseur, à la différence près que le James Webb fonctionne dans l'infrarouge et Hubble plutôt dans la lumière visible. Mais, disons son prédécesseur en termes de grands télescopes spatiaux. Hubble, ça fait 30 ans qu'il est dans l'espace, donc le James Webb, on l'a imaginé il y a 30 ans, parce qu'on a compris que Hubble, malgré sa taille tout à fait honorable, 2 mètres de diamètre et quelques, aurait des limitations. C'est-à-dire qu'il serait capable de voir loin dans le cosmos, mais au-delà d'une certaine distance, sa sensibilité est trop faible, donc les objets les moins brillants du fond du cosmos, il ne les verrait pas. Donc on a imaginé un télescope plus grand qui lui serait capable de le faire. Alors pourquoi ? Vous m'avez demandé, c'est une machine à remonter dans le temps. Eh bien, c'est dû au temps que met la lumière à voyager. Qu'est-ce que c'est voir quelque chose ? Voir quelque chose, c'est recevoir de la lumière qui vient de cette source, de cet objet, dans le fond de son œil. Donc, quand je vous regarde, c'est parce que vous avez des photons émis par les lampes de ce plateau qui... Alors, vous n'émettez pas votre propre lumière. C'est de très beaux photons. Vous émettez de la lumière infrarouge, mais en tout cas, la lumière à laquelle moi je suis sensible, elle est émise par ces lampes qui viennent se réfléchir sur votre peau et qui viennent vers moi. Cette lumière, elle voyage à 300 000 km par seconde.
Bon, c'est très rapide à nos échelles humaines, mais c'est pas instantané. Donc moi, je vous vois dans le passé, une fraction de seconde dans le passé. Eh bien, si vous étiez placé à 1 année-lumière, c'est-à-dire des milliards de kilomètres, je vous verrai tel que vous étiez il y a 1 an. Et si vous étiez placé à 1 million d'années-lumière, je vous verrai tel que vous étiez il y a 1 million d'années. On a trouvé la et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc plus on regarde loin, plus on voit les choses telles qu'elles étaient il y a longtemps. Le James Webb flirte avec les 13 milliards d'années-lumière de distance. On s'approche des débuts de l'univers, puisque l'univers, son âge est daté à 13,8 milliards d'années. Et c'est comme ça qu'on se dit en effet que James Webb pourrait capturer les images de la naissance des premières galaxies. C'est d'ailleurs ce qu'il a commencé à faire, notamment avec les images qu'il envoie depuis le 12 juillet, si je ne m'abuse. Suivre ces images, c'est quoi? C'est comme jouer à une gigantesque chasse au trésor spatial, Gaël? Complètement. Là, on a en plus de belles images qui marquent, parce qu'elles sont belles, donc qui marquent l'imaginaire. C'est sûr. Les enfants, quand je leur montre ça, il y a des waouh. C'est même nous, adultes. Moi, je me revois voir les premières images, même floues, double, quand il a été lancé. Et ça marquera une génération par leur beauté. Ce qu'il y a aussi derrière, moi, ce que je vois pour travailler beaucoup avec des spectroscopes, c'est qu'on se rend compte à quel point ces grands projets, ces grands programmes spatiaux génèrent de la donnée, et à quel point on va devoir, nous aussi, derrière sur Terre, s'organiser pour pouvoir analyser tout ça. Ça va être hyper passionnant, et en plus, sur cette chaîne, de créer des vocations grâce à ces nouvelles images et ces nouveaux métiers, peut-être, qui apparaîtront dans les semaines qui viennent. Oui, absolument. Est-ce que c'est ce qu'on peut se dire, Guillaume? D'ailleurs, il y a des images qui sont là pour embarquer le grand public. On les a revues, ces images envoyées depuis le 12 juillet dernier, diffusées en simultané dans le monde entier. Je crois que même sur les premières images, c'est le président américain, Joe Biden, qui en avait eu les prémices et avait pu justement rendre hommage au James Webb télescope. Des centaines d'éclats, autant de galaxies dans l'univers. On suscite l'émotion avec ces photos-là, et puis avec d'autres types d'images, on va aller vraiment toucher à une des missions du James Webb Telescope, qui est vraiment l'exploration scientifique et astronomique. Oui, absolument. La moisson d'images et de données est faramineuse. Et dans ce lot d'images, il y en a des très belles pour embarquer le public. Elles sont rendues belles. En fait, le James Webb voit, on l'a déjà dit, de l'infrarouge. Ce sont des choses que notre œil ne verrait pas. Donc il faut choisir des couleurs, en fait. Choisir des couleurs pour qu'on puisse les retranscrire et rendre quelque chose d'observable sur nos écrans, dans les magazines, etc. Et donc la NASA fait ce choix de couleurs, elle embarque le public avec elle, et puis elle lui doit bien ça, en fait. Il ne faut pas oublier que le James Webb est financé sur des fonds publics. C'est le contribuable qui a, américain beaucoup, un petit peu européen aussi, qui a donné quelques dollars chaque année pour que le James Webb soit construit. Donc on rend à l'humanité, aux contribuables, ceux qu'il a financés, en partageant tout ça avec lui et en partageant bien sûr les données qui doivent être ouvertes. Alors certaines d'entre elles sont confidentielles pour 1 an, pour certaines équipes scientifiques qui ont fait la demande d'observation, mais au-delà d'1 an, maximum, les données deviennent publiques. Et vous m'interrogiez sur les données scientifiques par rapport aux données disons, spectacles, enfin aux images spectacles. Effectivement, souvent les images scientifiques sont pas les plus belles, parce qu'en fait elles sont celles qui sont à la limite de ce qui est détectable. Tout ce qui est facile à détecter et facile à voir, on a déjà su le décortiquer. Les astrophysiciens ont déjà su établir les théories qui en découlaient. Mais là, ce qui nous intéresse, ça va être parmi plein d'autres choses, mais les galaxies vraiment du fond du cosmos, celles qui sont vraiment en train de naître, celles-là, c'est pas celles qui vont être les plus grandes, les plus spectaculaires. Ça va être des petits points, des petites taches lumineuses, desquelles on peut inférer beaucoup de choses. Voilà. Et la beauté, quand même, des images du James Webb, les premières qu'on a vues et que vous avez affichées à l'écran, c'est qu'elles sont les deux, en fait. Elles sont à la fois belles et il y a des petits joyaux, des petites curiosités que les scientifiques vont pouvoir observer. Voilà. Alors, on va revenir dans la deuxième partie de cette émission au grand dernier fait d'armes, notamment du James Webb Telescope, avec cette
la première image qu'il nous envoie d'une exoplanète et sur laquelle justement les scientifiques vont pouvoir travailler activement. Mais juste avant de refermer cette partie de discussion, ça veut dire quoi que quand on dit que le James Webb Telescope envoie aussi tout un tas de data que les scientifiques vont pouvoir exploiter, ça veut dire que, vous le disiez Guillaume, pendant un an, certaines sont bloquées pour que les équipes scientifiques puissent pouvoir travailler vraiment en petit comité, mais qu'aujourd'hui, tous les astronomes en herbe du monde entier peuvent quand même avoir accès à un certain nombre de ces données qui sont laissées en open source, Gaël, Tout à Guillaume. fait, on est dans le domaine public. C'est même une loi américaine dont on s'est inspiré d'ailleurs en France pour publier nos données publiques qui ont donné naissance à ces vidéos même qu'on peut retrouver sur YouTube d'astronomes amateurs qui ont choisi d'autres couleurs pour pouvoir faire ces rendus. Elles sont dans le domaine public parce qu'elles ont été financées par les deniers américains, les nôtres aussi, un peu le Canada, si mes souvenirs sont bons. Et donc, c'est très important aujourd'hui, d'où la notion en fait de vocation, qu'on puisse aussi collecter ces données, les analyser, les traiter. Et parfois, on l'a vu sur certaines des chroniques, des enfants qui découvrent certains objets ou qui font une analyse différente. Et les spectres, ça va être aussi intéressant de les analyser, de voir un peu dans le passé comment certains astres ont évolué dans le temps. Allez, on continue justement à tenter de susciter des vocations et pas que, à regarder justement quelles sont ces découvertes infinies du télescope James Webb dans un instant avec Guillaume et avec Gaël. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète Tech. Et c'est le Zap avec Edouard Degnaud. Game over. This dog, man, I'll get the glasses is a whole different thing than you can start following this. You guys will refine it back to my place. I mean, look at that face. Look at. Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Gaël Musquet, de Guillaume Langin, journaliste scientifique pour Ciel et Espace. Et en duplex, nous a rejoint pour cette partie de discussion Gilles Davidovitch. Gilles, vous êtes le secrétaire général de la Société astronomique de France. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour à tous. Dans un instant, on continue à parler des découvertes potentielles du télescope James Webb, le télescope de tous les records, celui qui va dévoiler peut-être les mystères de l'univers. Mais d'abord, Gaël Musquet revient sur Terre avec une idée derrière la tech.
Et Gaël, avec toi, on continue à parler connexion, cette fois-ci, le Bluetooth. Tout à fait, ce protocole radio a littéralement inondé nos vies. On le retrouve après l'USB et le Wi-Fi au cœur de nos périphériques, des souris, des claviers, des oreillettes, des micros, des télécommandes, des montres, des balances. Il y en a partout. Et son usage est aussi transparent que le Wi-Fi, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont complètement innées aujourd'hui. On ne se pose plus la question de savoir comment ça fonctionne, c'est magique. Et toutes les informations sont envoyées. Et après l'utilisation, fin des années 90 de l'infrarouge, on a vu le Bluetooth s'imposer vraiment comme un protocole de communication de proximité. Et comme le Wi-Fi et l'USB, c'est à la fin des années 90 qu'Ericsson commence à drafter, donc à créer le brouillon de ce que serait le Bluetooth. Il arrive sur le marché en 1999 et il porte le nom anglicisé d'un roi viking danois, Harald la Dent Bleue, traduit par Bluetooth. Et donc ce protocole en 99 sera mis en production par toutes les marques qui ont accepté de le rendre interopérable, ce protocole. C'est quand même beaucoup plus simple de parler quand on parle tous la même langue. Bon, je ne vais pas essayer de traduire Gaël Musquet en protocole, ce sera un petit peu osé de ma part, mais est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un énième protocole? On a parlé USB, on a parlé Wi-Fi, tu nous as montré quelle était la nécessité de créer ces protocoles-là à l'époque. Est-ce qu'on avait besoin d'un énième protocole? Alors oui, parce qu'en fait, le Bluetooth va être vraiment un protocole radio qui va permettre d'économiser de l'énergie. On est sur des coûts aussi qui sont très faibles et une portée réduite. C'est important parce que le Wi-Fi, lui, il a été fait pour aller vite. Donc en général, quand on va vite, on consomme de l'énergie. Et ce Bluetooth, il a permis aussi de connecter des appareils qui sont in fine pas très loin de nous, des montres, je l'ai dit, des oreillettes, des choses qui sont vraiment très proches et qui vont être alimentées par des piles. Donc ils vont devoir durer quelques jours, quelques semaines, voire plusieurs mois sans avoir besoin de les changer ou de les recharger. Et donc comme le Bluetooth, il y a eu comme le Wi-Fi, pardon, il y a eu plusieurs versions en fait de ce Bluetooth. On est passé de débit de quelques centaines de kilobits. Vous vous souvenez, le Wi-Fi au début et l'USB, c'était 11 mégabits tout de suite. Là, on est sur quelques centaines de kilobits. Qui ont évolué depuis. On est passé à quelques mégabits. Deux avancées majeures. La première 2010 avec le Bluetooth 4, donc, avec la norme Bluetooth Low Energy, donc vraiment dédié à encore consommer moins d'énergie que ce qui avait été prévu. 2016, l'introduction de la localisation de proximité, donc pouvoir se localiser à partir de ce protocole-là. Et quel avenir justement pour ce protocole? On sait qu'il y a une arrivée massive de normes de télécommunications. Le Bluetooth va pouvoir perdurer? Alors, on a vu d'autres normes s'éteindre. Là, en l'occurrence, on est sur un parc existant de plusieurs milliards d'appareils. Et les profils qui ont été créés d'ailleurs pour ce protocole-là témoignent de sa vigueur et de son usage. On a aujourd'hui des profils audio. Des enceintes connectées, nos assistants vocaux, des écouteurs, des voitures et des micros. On a des profils téléphoniques qui, avec le Covid, on s'est rendu compte à quel point on avait besoin de développer des outils de vidéoconférence pour pouvoir faire des réunions et des réunions à distance. On a des profils d'interface avec des claviers, des souris, mais on oublie régulièrement. On est passé des manettes de jeu à fil à des manettes et des joysticks qui sont complètement sans fil pour avoir totale liberté de mouvement et d'amplitude de mouvement. Donc là encore, on a encore de belles années d'usage de ce protocole. On a une obligation d'ailleurs de faire, comme d'habitude dans cette émission, un petit clin d'œil sur l'hygiène numérique. Comme le Wi-Fi, comme l'USB, on sort couvert. On ne se connecte pas à des appareils dont on n'a pas la certitude de l'origine, parce que tous nos appareils maintenant sont équipés, des télévisions, j'ai dit, des voitures. On fait attention aussi quand on se connecte, c'est souvent pratique dans une voiture de location, par exemple, de bien effacer les profils qui ont été enregistrés chez téléphone. Alors je sais que c'est parfois un peu compliqué d'aller dans tous les menus de l'autoradio de la voiture pour pouvoir effacer, mais c'est aussi une manière de préserver à la fois sa vie privée, mais celle aussi des personnes qui sont dans nos répertoires téléphoniques, qui sont transmis par Bluetooth à ces différents véhicules. Et pareil dans les hôtels où on a parfois accès à certaines enceintes connectées, ne pas oublier d'effacer ces profils pour éviter de se faire espionner ou que des personnes puissent transmettre sur nos téléphones, sur nos tablettes qui sont connectés en Bluetooth, des logiciels malveillants.
L'héritage d'Aladin Bleu a donc encore de beaux jours devant lui. Merci Gaël pour nous avoir rappelé ces principes sur le Bluetooth. Guillaume, on le voit, c'est ultra important de pouvoir toujours revenir sur ces protocoles, se dire que finalement toutes les technologies, les protocoles de connexion qu'on utilise dans nos vies numériques quotidiennes, c'est aussi des années de développement technologique. Oui, d'ailleurs, j'ignorais que c'était une invention suédoise et l'origine de l'étymologie. Votre question m'évoque l'invention du Wi-Fi, qui, en fait, est un dérivé d'un protocole développé par des astronomes australiens. Alors, je ne me souviens plus exactement des détails, mais ils avaient besoin, donc je crois que c'était des radioastronomes, donc, qui scannent le cosmos grâce aux ondes radio, des ondes encore plus... disons, grande que l'infrarouge du James Webb. Et ils avaient besoin de traiter un grand nombre d'ondes radio s'étant réfléchies sur beaucoup de parois, c'est-à-dire des signaux complexes, entremêlés les uns des autres. Et donc, ils ont inventé le Wi-Fi, en quelque sorte, qui, lui aussi, doit, si j'ai bien compris, dans une pièce, avec toutes les réverbérations dans tous les sens du signal, traiter ce grand flux d'ondes qui arrivent à différents laps de temps différents. Et donc, on voit effectivement là un bel exemple de retombées technologiques dans la vie de tous les jours très utiles. Le Wi-Fi, au même titre que le Bluetooth, et partout. De technologies spatiales qui ont été développées pour l'astronomie et pour l'espace. Pour la science, absolument. Ça nous permet une petite update pour ta chronique d'hier sur le Wi-Fi, justement, Gaël. On a d'autres exemples de technologies spatiales ou développées en tout cas pour l'astronomie qui nous servent dans la vie de tous les jours, Gaël? Alors, on a une belle illustration avec le Covid récemment. Les caméras astronomiques qui sont refroidies et qui sont utilisées pour aller mesurer ces spectres, ce sont les mêmes qui ont été utilisés sur les machines qui font les tests PCR, puisqu'il va falloir faire réagir un réactif sur la protéine spike du Covid. Cette protéine va réagir à certains spectres lumineux, à un éclairage qui va détecter ou pas la présence du Covid dans les prélèvements qui ont été faits. Et on voit qu'évidemment que ces technologies spatiales d'observation, ces caméras qui ont été utilisées, ATIC par exemple, qui est une société européenne, anglaise et portugaise, a fourni des caméras astronomiques pour équiper en urgence ces kits, ces systèmes d'information qui permettent rapidement de détecter la présence ou pas du Covid. Donc on voit que on dit souvent que l'astronomie, c'est une science c'est la mère de toutes les sciences. Ouais. Là, on a vraiment une illustration dans le monde médical. On pourrait citer énormément d'autres exemples. Allez, la mère de toutes les sciences. On continue justement à en parler avec le James Webb Telescope. Vous le savez, c'est notre héros du jour, puisque c'est ce télescope grâce auquel on va pouvoir peut-être percer les secrets de l'univers. Il nous envoie des images à fréquence récurrente depuis le 12 juillet dernier. On continue à en parler avec Gilles, Guillaume et Gaël. Guillaume, c'est Guillaume Langin, vous êtes toujours journaliste scientifique pour Ciel et Espace, ça n'a pas changé depuis un quart d'heure, c'est formidable. Gilles, vous êtes Gilles Davidovitch, secrétaire général de la Société astronomique de France, et puis Gaël Musquet, évidemment, toujours à nos côtés. Dans la première partie de cette émission, Gilles, on parlait justement de ces images, encore une fois, absolument époustouflantes que James Webb nous envoie à intervalles réguliers. La dernière en date, c'est justement cette première image que James Webb nous envoie d'une exoplanète. Alors, HIP 65426b, c'est son petit nom. Elle fait 6 à 12 fois la masse de Jupiter. Elle serait âgée de 15 à 20 millions d'années. C'est une petite jeunette dans la galaxie parce qu'on rappelle à titre indicatif que la Terre, elle, a 4,5 milliards d'années. Voilà pour la page info. Qu'est-ce qu'on sait, messieurs, de cette exoplanète, Gilles? Eh bien, pour l'instant, pas encore. Vous savez que globalement, on fait à peine plus de 5000 exoplanètes, de l'existence de 5000 exoplanètes non pas dans notre système solaire, mais à l'extérieur de notre système solaire, dans notre galaxie, la Voie lactée. Donc aujourd'hui, les exoplanètes, on sait qu'il y en a des milliards,
dans la Voie lactée, mais aussi dans d'autres galaxies. La définition d'une exoplanète, vous l'avez sûrement rappelé précédemment, ce sont donc des planètes qui orbitent, ou pas d'ailleurs, loin de nous, très très loin de nous, dans d'autres systèmes stellaires que le Soleil. Et donc cette exoplanète-là, elle est effectivement très jeune, ce qui est assez singulier parce que, vous l'avez dit, la Terre et ses sœurs dans le système solaire, elles sont nées à peu près toutes au même moment, donc il y a 4,56 milliards d'années pour être précis, et donc ça pose déjà des problèmes sur la vitesse de fabrication d'une planète, sur la vitesse d'accrétion d'une planète. Donc ça, c'est assez fantastique de pouvoir finalement dater l'existence de cette planète de quelques dizaines de millions d'années tout au plus. Après, il va falloir du temps pour pouvoir mieux la connaître. Donc on sait déjà que c'est une planète gazeuse, une géante gazeuse, un peu comme Jupiter, mais beaucoup plus grosse quand même, 12 fois la masse de Jupiter. C'est assez conséquent. Donc évidemment, ce n'est pas compatible avec la vie telle qu'on la connaît, mais ça va être absolument fantastique de pouvoir mieux la documenter, puis de passer en fait à la suivante, puisque l'un des objectifs du James Webb, c'est de mieux étudier, parmi ces nombreuses missions, c'est de mieux étudier des exoplanètes qu'on a déjà découvertes par d'autres moyens, par d'autres télescopes. On affine donc nos connaissances sur ces exoplanètes qu'on avait déjà identifiées par ailleurs. Merci pour ces précisions, Gilles. C'est la première fois que James Webb nous envoie une image d'exoplanète, mais c'est la première fois qu'on a une image d'exoplanète tout court. Non, effectivement, ça a déjà été fait. Celle-ci, donc, c'est une découverte qui date de 2017, depuis un observatoire au sol. On peut observer l'espace depuis la Terre. Il faut passer au travers de l'atmosphère, ce qui complique un petit peu les choses. Et donc, c'est une découverte européenne. D'ailleurs, l'observatoire austral européen installé au Chili. Qu'il avait fait. Et donc, oui, pour détecter des exoplanètes, il y a plusieurs méthodes. On en connaît à peu près 5000 à l'heure actuelle, prouvées, qu'on a vraiment détectées, comme Gilles l'a rappelé. Et sur ces 5000, à peu près 10% ont été découvertes par imagerie directe. C'est très difficile, en fait, de voir les exoplanètes à cause de la distance et de leur proximité à leur étoile, parce que l'étoile est comme un phare qui éblouit le télescope, et il faut réussir à voir un point proche de cette étoile beaucoup moins brillant, donc il faut réussir à éteindre le phare. Il y a ce qui s'appelle des coronographes, ce sont des instruments qui vont bloquer la lumière de l'étoile à bord du James Webb. Et ce faisant, après avoir bloqué la lumière de l'étoile, et d'ailleurs elle est représentée sur les images par une petite étoile d'enfant. Cette étoile, c'est là où elle se trouve, mais elle a été éteinte afin qu'on puisse voir l'exoplanète à côté. Et il faut encore que cette exoplanète soit jeune, et qui dit jeune dit chaude. Elle s'est encore formée il y a peu de temps. Et puisqu'elle est chaude, elle émet une lumière infrarouge assez intense. Ce qu'a montré le James Webb, pour finir, c'est que cette exoplanète-là, de 7 à 12 fois la masse de Jupiter, à peu près la taille de Jupiter, elle est à 92 unités astronomiques de son étoile, c'est-à-dire elle est loin de son étoile, elle est à 92 fois la distance Terre-Soleil de son étoile. En fait, elle est assez facile à voir. Ce qu'a montré le James Webb, c'est qu'il l'a vue, il l'a photographiée haut la main, et que maintenant, il va pouvoir se pencher vers des exoplanètes plus difficiles que ses prédécesseurs n'ont pas réussi à voir, avec en ligne de mire un système d'exoplanètes bien particulier qui s'appelle le système TRAPPIST. Pourquoi ? Parce que ce système TRAPPIST, on sait qu'autour de l'étoile, au centre du système, tournent des étoiles de type terrestre, des petites planètes telluriques. Il est à seulement 40 années-lumière. Et là, on veut voir s'il y a des atmosphères autour de ces planètes telluriques, parce que l'atmosphère est importante pour la vie. Et il y a en bout de ligne cette fameuse question, peut-il y avoir des planètes semblables à la Terre autour d'autres étoiles ? Avec des formes de vie observable. Et c'est ce qui est fascinant avec James Webb, c'est qu'on touche aux confins de la philosophie, de l'astronomie, de la science, mais aussi des questions de l'existence du vivant tout court. Et c'est à cette occasion, notamment, cette image d'exoplanète, que les astrophysiciens parlent de véritables tournants pour l'astronomie. Ça y est, ce point de rupture, cette balance, cette révolution pour l'astronomie, on y est, Guillaume ? Oui, en fait, on va faire un bond en avant. De toute façon, les progrès technologiques permettent de faire des bonds en avant. Là, le James Webb
montre un peu ses muscles, en quelque sorte. C'est plus intellectuel que physique comme activité, mais il démontre de quoi il est capable. Là, l'article scientifique associé à cette photo d'exoplanète, HIP 65426b, les scientifiques déduisent que le James Webb serait 10 fois plus performant qu'attendu pour cet exercice de photographier des exoplanètes. Donc il va pouvoir en voir des plus petites. Et puis tout à l'heure, on parlait d'autres méthodes de détection d'exoplanètes. Il y en a une qui s'appelle la méthode des transits. Alors là, on n'a pas de photo directe de l'exoplanète, mais on sait qu'elle se trouve autour d'une étoile, parce que lorsqu'elle passe devant cette étoile, elle va en bloquer une petite partie de la lumière. Et si vous regardez la quantité de lumière qu'émet l'étoile, il y a un petit creux. Un petit creux, alors on l'a dit, il faut éteindre un phare, donc on n'éteint pas un phare complètement. Les planètes demeurent assez petites par rapport à leurs étoiles. Eh bien, le James Webb, donc ça c'est une technique éprouvée qui a été utilisée. La grande majorité des planètes ont été découvertes, des exoplanètes ont été découvertes par cette méthode-là. Mais James Webb a démontré il y a quelques temps, quelques jours, qu'il était capable de le faire hyper proprement. C'est-à-dire que la profondeur du creux est parfaitement dessinée. Ça c'est de très bon augure pour la chasse aux exoplanètes. Et leur caractérisation, comme vous l'avez dit, ça n'est pas tellement détecter de nouvelles exoplanètes que va faire le James Webb, mais c'est se pencher sur celles qui ont déjà été détectées et les caractériser, c'est-à-dire connaître leur caractère, connaître leur atmosphère, voir si dans cette atmosphère, il y a des composants moléculaires qui pourraient indiquer qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Voilà, ça c'est un petit peu le voyage vers lequel le James Webb nous embarque. Oui, parce que justement, dans ce tournant pour l'astronomie, Gilles, il y a aussi le fait de se dire que James Webb, avec ses images, avec ses débuts de découverte, va nous permettre de valider ou d'invalider les théories des astrophysiciens jusqu'alors. Mais vous savez que c'est toujours une course effrénée en fait à la connaissance. C'est comme ça que fonctionne la science. On émet des hypothèses, on fait des observations, on compare, on modélise, on corrige les hypothèses et les modèles, et puis les idées tombent ou résistent au fil du temps. Donc effectivement, les astrophysiciens d'abord deviennent de plus en plus des généralistes dans plein d'autres domaines et se dotent de plein d'autres compétences. On fait beaucoup de chimie, on fait beaucoup de physique, on fait de l'optique, on fait de l'électronique, on fait de l'informatique. Ça plaît à Gaël, on fait du big data, même de l'extrême big data. Donc vous voyez que ça devient finalement, à nouveau, ça redevient la mère de toutes les sciences, l'astronomie. Et vous avez raison de le dire. Le fil conducteur, c'est évidemment la soif de connaissance, le questionnement fondamental. Est-ce que nous sommes seuls ou pas? Est-ce que la vie a pu émerger ailleurs dans l'univers? Rien n'est moins sûr, parce que jamais nous nous sommes dotés d'autant d'instruments autant sophistiqués que ces 50 dernières années. Et finalement, on se pose toujours les mêmes questions depuis au moins 2000 ans sur ces questions absolument fondamentales. Donc le James Webb va participer à documenter tout cela assurément. Je ne crois pas qu'on aura encore la réponse ultime, si tant est qu'elle existe et qu'on l'ait un jour. C'est extrêmement vaste. À nouveau, c'est pas que un problème de statistiques. On cherche des technosignatures, on cherche des biosignatures, c'est très complexe. Réfléchissez simplement. Aujourd'hui, on émet encore, nous, sur des chaînes de télé, de radio, des ondes électromagnétiques, mais peut-être que dans 50 ans, on aura tout passé en fibre optique. Toutes nos communications, on parlait de Bluetooth ou de Wi-Fi il y a quelques instants, peut-être que toutes nos communications ne seront quasiment plus radio, mais par fibre, et du coup n'émettront plus grand-chose en termes de technosignature. Or, un signal Wi-Fi ou un signal Bluetooth, on peut le capter à longue distance, mais pas sur ces distances-là tout de même. D'accord ? Donc, il n'est pas impossible que même nous, on n'émette que très peu de technosignatures dans 50 ou dans 100 ans, alors que la civilisation humaine sera normalement toujours opérante si nous ne sommes pas autodétruits avant sur Terre. Donc c'est un sujet très complexe. Une autre question, ça, Gilles, mais on ne va pas la trancher aujourd'hui, mais je vous confirme. Absolument. Et la mère de toutes les questions, justement, c'est celle-ci. Quelle est la vitesse de l'expansion de l'univers ? C'est la plus grande équation, si je ne m'abuse, que les cosmologues essaient de résoudre. Est-ce que James Webb peut réussir à y répondre, messieurs ? Oui, je peux donner quelques éléments de réponse. Donc effectivement, la vitesse, on sait que l'univers est en expansion, donc il y a du vide qui se crée entre les galaxies.
Et en plus, on sait depuis 1998, et ça a donné le prix Nobel de 2011, que cette expansion est accélérée. Donc il y a une énergie, il y a là quelque chose qui fait que l'univers accélère dans son expansion. Et on a nommé cette chose l'énergie sombre. Bon, ça c'est le constat. Sur la mesure, à proprement parler, de la vitesse à laquelle s'expand l'univers, il y a un point de discorde, effectivement. Il y a quelque chose qui cloche dans l'édifice de connaissances qu'ont construit les cosmologues. On obtient deux résultats différents, deux mesures différentes. Si l'on observe l'univers tel qu'il est aujourd'hui et qu'on en déduit, grâce à ces observations, une vitesse d'expansion, on obtient le nombre de 76, alors c'est des kilomètres par seconde par mégaparsec, voilà, je vous donne l'unité. Et si on mesure cette vitesse d'expansion en regardant l'univers tel qu'on a pu le faire le plus ancien possible, donc un univers ancien, et on en déduit au fil des équations la vitesse d'expansion, on obtient plutôt 67 km par seconde par mégaparsec. C'est un écart qu'on ne comprend pas. Ouais. Et les cosmologues se demandent s'il n'y a pas là un lièvre, s'il n'y a pas une faille dans la théorie qu'il faudra lever. Et on lève une faille en astronomie de quelle manière? Lorsqu'on a des nouvelles données, des nouvelles observations, pour pouvoir consolider la théorie. Donc ces données, elles sont fondamentales, évidemment. Elles sont délivrées par le télescope James Webb. On disait tout à l'heure que James Webb a 20 ans de réserve de carburant, ce qui veut dire qu'il pourrait rester pour 2 décennies dans l'espace et pouvoir continuer à nous alimenter en info. L'espace, et je voulais qu'on termine sur cette question, messieurs, c'est l'univers de tous les possibles et de fascination pour les enfants, pour les adolescents, et aussi pour pouvoir susciter des vocations. Gilles, peut-être, où est le prochain secrétaire général ou la prochaine secrétaire générale de la Société astronomique de France? Ah, mais assurément sur les bancs de l'école. Évidemment, ça fait partie de nos missions à tous de transmettre la flamme, évidemment, d'éveiller, en fait, et puis de susciter des vocations, donc d'expliquer. C'est d'abord la passion qui nous anime. Et je crois que des vies sans passion sont des vies un peu tristes et monotones. Or, le ciel appartient à tout le monde. Il n'est pas facile de l'observer en pleine ville, malheureusement la nuit à cause des lumières, mais peut-être qu'avec la crise énergétique qui s'annonce, eh bien, les autorités vont prendre enfin des dispositions pour permettre à tout à chacun d'observer le ciel gratuitement à l'œil nu. Ça serait quand même pas mal. Un peu partout sur la planète, en tout cas, on s'y attache. Et oui, ça fait rêver. Mais les astronautes aussi font rêver. Ils vont aussi partager un certain nombre de choses du ciel, un certain nombre de connaissances. Il y a nécessairement, c'est très intéressant, et il y a évidemment une génération Thomas Pesquet, pour ne citer que lui en France, mais il y a bien entendu plein d'autres astronautes un peu partout dans le monde qui suscitent émerveillement auprès du grand public, des petits, des scolaires, et ça c'est assez fantastique. Donc on a beaucoup d'activités en faveur de l'éducation. L'astronomie à l'école, c'est un sujet difficile. Ça aide aussi à lutter contre l'obscurantisme, les idées reçues. Malheureusement, dans plein de pays dans le monde, y compris chez nous, il y a encore des gens qui pensent que la Terre est plate, qui pensent que les dinosaures n'ont pas existé, qui pensent que le monde s'est fait en quelques jours, il y a 12 000 ans, voilà, des choses comme ça. Ça paraît stupéfiant, mais c'est quand même la réalité. Et on se doit d'expliquer. On se doit d'essayer de convaincre, de persuader avec des arguments. C'est difficile, mais on y croit tous. La connaissance astronomique, c'est aussi le vaccin anti-fake news par excellence. Merci infiniment, Gilles. Vous reviendrez évidemment pour comment continuer à commenter l'actualité astronomique et l'actualité de l'espace à nos côtés. Dieu sait qu'il y a beaucoup d'événements sur cette saison. On attend notamment le lancement d'Artemis, cette mission lunaire. Vous viendrez en parler en plateau. Guillaume aussi, bien évidemment. Je rappelle que si vous voulez justement en savoir plus sur le ciel, sur l'espace, l'astronomie et à la fois l'exploration spatiale, je ne vous conseillerais trop que de lire Ciel et Espace, le numéro 585, tiens. Et d'ailleurs en kiosque à partir de la fin de cette semaine, le 16 septembre, déjà disponible sur Ciel et Espace. Et là, cette fois-ci, vous parlez de la première mission de déviation d'une astéroïde DART, une déviation prévue par impact à toute vitesse pour la fin du mois de septembre. On pourra la commenter aussi. Et puis, un hors-série, tiens, sur l'exploration spatiale humaine et robotique, lui, en kiosque depuis le tout début du mois, depuis le
le 9 septembre. Merci Guillaume pour toutes vos explications. Merci Yael, comme à chaque fois évidemment. Tu restes avec nous tout au long de la semaine pour continuer à débriefer ces actus. Et nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de l'École du Futur.